Nous allons évoquer ici la figure supérieure du hors-la-loi, auquel nous appliquons le terme gangster, parce que les transformations successives du sens de ce terme en sont venues à désigner la figure générale du hors-la-loi. Pourquoi parlons-nous de figure supérieure ? Parce que la figure dont nous parlons est très différente du malfaiteur de base. L'individu qui croit que l'usage de la force est la plus puissante des modalités d'action dans les relations sociales, et qui se servira donc de la force pour essayer de résoudre ses problèmes relationnels, et pour essayer d'accéder aux différents objets du désir humain, notamment le sexe et l'argent. Le malfaiteur de base est généralement une personne inférieurement intelligente en comparaison de la moyenne haute de la société, et sa conception des problèmes humains est si primaire qu'il ne voit que la force comme réponse. Faut-il préciser qu'il est nécessaire de distinguer le malfaiteur de carrière d'avec le malfaiteur occasionnel, qui est l'homme ordinaire qui s'est laissé déborder par ses émotions, et qui a agi en étant poussé par ses réactions émotionnelles ? Beaucoup se retrouvent en prison, parce qu'ils ont vraiment appliqué le lâcher-prise sur leurs émotions, et qu'ils ont exprimé pleinement leurs émotions. Vous devez savoir en effet que l'action physique est l'aspiration de la plupart des émotions que vous vivez. Et une émotion non transformée en acte, est généralement une émotion frustrée. Ainsi par exemple du désir amoureux. Qu'est-ce que la figure supérieure du gangster ? La plupart des hommes sont paramétrés pour se plier au système de société né en quelque sorte du consensus organique qui se fabrique et se transforme au fil des siècles. Et la crise de l'adolescence n'est pas tant une vraie rébellion contre le système social dominant, que le symptôme d'un désordre relationnel entre l'enfant et les adultes responsables de son éducation. La plupart du temps, les postures sociales de rébellion ou de révolte sont des postures horizontales qui consistent, pour le rebelle ou le révolté, à chercher à accéder à une condition sociale plus enviable. Par la contestation des privilèges de certains. Il ne s'agit jamais d'une réelle remise en cause des fondements du système dominant, mais il s'agit bien plus souvent d'un effort de migration vers une condition plus heureuse en essayant de déloger de leurs privilèges, ceux que l'on voit comme les responsables directs ou indirects de la condition malheureuse du révolté. L'homme ordinaire ne se pose jamais réellement la question de la nature du consensus organique qui détermine le système dominant. Et dans sa pensée brumeuse, il fonctionne au quotidien comme si le système dominant était un fait de nature. Aussi fondamental que la force de gravitation, aussi naturel que la succession métronomique des jours et des nuits. Même quand l'homme ordinaire assiste à la naissance d'une nouvelle loi par le jeu des assemblées parlementaires, il comprend le « est-chose » comme l'ajout d'un élément encore un peu artificiel, à une chose aussi impersonnelle qu'une montagne. Plus précisément, les règles structurelles ne sont jamais remises réellement en cause par l'homme ordinaire, tandis qu'il peut contester nombre de règles sociétales. Quelles sont les règles structurelles ? C'est par exemple les principes de définition de la vraie monnaie et de la fausse monnaie, les principes de mise en circulation de la vraie monnaie. Ou encore les principes de définition des frontières et des nations, les principes de circulation en fonction des frontières et des nations, etc. Quelles sont les règles sociétales ? C'est par exemple les lois sur l'avortement, ou les lois sur le mariage de personnes du même sexe, etc. Ce qui caractérise l'homme ordinaire tranquille, c'est sa compliance par rapport au système dominant. Sa posture d'acceptation fondamentale de la légitimité des règles structurelles. Et il pense sa vie en obéissance instinctive à ces règles. Que se passe-t-il quand un individu hautement intelligent remet profondément en doute la légitimité du système dominant ? Et que se passe-t-il quand un tel individu va mettre en action sa contestation ? Étant donné que le cœur de la contestation se trouve nécessairement concentré sur les deux questions de l'accès à l'argent et de l'accès à la liberté, c'est-à-dire le droit de ne pas être contrôlé par le système dominant, le gangster de la classe supérieure va étudier le système pour se créer des accès plus directs et plus efficaces à l'argent, et pour échapper aux moyens de contrôle du système. C'est un homme rationnel, qui analyse et qui calcule systématiquement des dynamiques sociales de différentes natures et de différentes échelles, quand l'argent et la liberté sont en jeu. Il est fondamentalement hors la loi, parce qu'il ne reconnaît pas la légitimité de la loi. Mais il ne se sent pas hors la loi, parce qu'il comprend que sa contestation est totalement légitime, dans un monde où une classe dominante numériquement faible a réussi à convaincre la majorité de lui obéir sans se poser de questions. En tout cas, sans se poser de questions fondamentales sur le bien fondé de cette situation.